sommes avec Max Cabane pour parler de sa nouvelle BD qui est sortie en 2014, hein, c'est exact. Oui, c'est ça, Voilà, en octobre. en octobre 2014. J'ai vu que vous planchez sur autre chose actuellement, mais on en parlera après, qui s'appelle Fatal. Voilà, et qui est tiré, ou c'est le scénario BD, on va dire, d'un bouquin de Jean-Patrick Manchette qui Oui. s'appelait aussi Fatal. Oui, tout à Voilà. fait. Donc, c'est un roman qui a déjà été adapté d'ailleurs au cinéma par Oui. Chabrol en 74, si je ne me trompe pas, si ma mémoire n'est pas Mhm. trop défaillante. C'est ce que j'ai lu. Voilà, 74. Euh, donc, disons que nous nous sommes mis d'accord avec Doug Edline, alias le fils de Jean-Patrick Oui. Manchette, pour faire cette adaptation en se disant, on avait démarré ensemble avec La Princesse du Sang, Voilà. qui était le dernier roman, inachevé d'ailleurs, de Jean-Patrick Manchette. Il est décédé en cours d'écriture. Où Manchette, l'objectif de Manchette était de dépeindre et de rattraper au cours de ses futurs romans notre époque politique, Oui. par le biais d'une héroïne. Cette héroïne était finalement imaginée par Jean-Patrick Manchette comme étant une des premières femmes reporters photographes de guerre. Oui. Voilà. Donc à partir de là, nous nous sommes dit avec Doug Edline, pourquoi ne pas décliner les héroïnes de Manchette finalement. D'accord, voilà, c'est la démarche Donc, initiale. Fatal, Fatal. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Fatal, j'ai lu que en fait, quand le livre est sorti, il n'a pas été forcément bien reçu par la critique parce qu'il tranchait trop des autres romans Oui, de Manchette. De Manchette, oui. Alors, il y a une des petites choses que je connais qui sont un petit peu de l'ordre de l'intime à la famille de Manchette. C'est-à-dire que son fils m'a raconté que Manchette lui-même n'était pas vraiment sûr de son travail sur ce roman-là. Oui. C'est-à-dire, enfin, c'est pas vraiment le terme, l'expression que j'aurais dû employer, mais disons que il a eu l'impression de se fourvoyer et de trop changer son axe de travail habituel, quoi. Voilà. Il n'était pas du tout certain d'avoir fait la meilleure chose possible en faisant ce roman. Moi, en tant que lecteur de Manchette, hein, bon, moi, je pense ne pas être le seul quand même. Non, ça je pense pas non plus, parce que c'est quand même le maître du polar noir. Oui, Quoi. non, Oui, je oui, voulais oui. dire par là, dans la réaction que j'ai eue à Ah ce oui, roman. d'accord, oui, oui. Voilà. À avoir pensé ce Oui, oui. que je vais vous décrire. Finalement, j'ai ressenti ce roman justement comme quelque chose qui dérogeait tellement à la ligne de Manchette, quand même, encore que pas tant que ça, mais quand même pas mal, que je me suis dit vraiment, c'est très singulier pour lui d'avoir fait ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça comme ça? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, alors que sa ligne stylistique était plutôt portée vers le comportementalisme, Oui. c'est-à-dire ne jamais décrire l'aspect psychologique des personnages, Oui, oui, oui. la laisser toujours poindre en creux pour le lecteur. C'est le lecteur qui doit se faire une idée de la psychologie des personnages et non pas le littérateur, oui, voilà, c'est ça. l'écrivain. Oui. Donc là, il continue à travailler dans ce sens, sauf que il met tellement d'indices, contrairement à la plupart de ses autres romans, tellement d'indices sur chaque personnage que la psychologie est très prégnante en creux, quoi, oui. on va dire. Vraiment beaucoup plus prégnante que dans les autres romans. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai ressenti immédiatement et qui m'a vraiment fasciné chez lui, quoi. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a fait ça tout d'un coup, quoi? Est-ce qu'il avait un besoin tout d'un coup de se rapprocher de quelque chose de plus intime, de plus, vous voyez? Oui, parce qu'il y a du registre de l'intime, là, c'est oui, évident. Quoi. Il y a ce côté paradoxal chez lui, qui quand même certainement laissait percer d'une manière subliminale quelque chose, un sentiment intime chez lui, qui n'était peut-être pas avoué. Oui, mais c'est amusant ce que vous dites, parce que quand on lit la BD, enfin quand on lit la BD, on s'aperçoit que, vous parlez des errances, il pensait que c'était pas abouti, etc. Cette femme qui arrive à Bléville,
c'est pareil, on a l'impression qu'elle est là, mais elle sent qu'elle ne devrait pas être là parce que ça va mal tourner. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un parallèle, du coup, là, maintenant que je vous entends, entre Manchette qui se dit est-ce que je dois aller dans cette direction-là au niveau de l'écriture, et elle, est-ce que je dois aller dans cette direction-là, dans ce village, cette petite ville plutôt, de province. D'accord. Probablement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Écoutez, je n'y avais pas pensé, mais je trouve ça assez séduisant. Oui, c'est marrant comme... C'est très séduisant même. Et ouais, c'est un début de psychanalyse. Bon, on va pas aller jusque-là. Et alors justement, mais c'est séduisant en tout cas. Comment est-ce qu'on scénarise un bouquin? Je sais que c'est son fils qui a scénarisé, mais comment on arrive à tirer la substantifique moelle d'un livre pour le mettre en image? Alors si vous voulez, là en l'occurrence, alors que pour le roman précédent que nous avons adapté là, vraiment ensemble avec Doug Hedline, Doug Hedline m'avait soumis un projet, un tapuscrit qu'il avait réalisé en vue d'un projet de cinéma. Oui, d'accord. Là, par contre, pour Fatal, il s'est trouvé qu'il avait 2 mois de retard dans son travail, c'est-à-dire il est traducteur initialement, comme son père d'ailleurs l'était. Oui. Je ne pouvais pas rester 2 mois sans travailler à ce moment-là. Donc nous avons convenu que je démarrerai seul ce travail d'adaptation. D'accord. Et finalement, ça a convenu aussi bien à l'éditeur qu'à Doug Hedline. Et moi, je me retrouvais finalement en position préférable, je dirais, par rapport au fait que, non pas en mettant une espèce de barrière au fait que comme si j'acceptais mal le travail préconçu par Doug Hedline, mais il se trouve que de fait, de manière spontanée comme ça, lorsqu'on vous soumet un travail, en tout cas c'est mon cas, lorsqu'on vous soumet un travail déjà solidement armé, arrimé et dont les contours sont déjà trop précisés, finalement on n'a pas grand chose à y mettre dedans soi-même en tant que dessinateur, vous voyez. Oui. Voilà. Et donc je me suis senti beaucoup plus à l'aise à travailler seul, finalement. Pour la bonne raison que là, je n'avais plus de frein à mes sentiments de lecteur. Oui, d'accord. Oui, je comprends bien. Donc j'ai travaillé de façon assez spontanée, presque, voire épidermique. D'accord. C'est-à-dire je me suis mis dans la peau d'un lecteur lambda, en oubliant mes outils de dessinateur, finalement. Oui. Vous étiez en train de travailler sur un autre roman de Manchette, comme vous avez dit, vous allez avec une héroïne, oui. Nada, c'est ça. Nada, c'est ça. Voilà. Oui. Qui a été aussi adapté par Chabrol. Oui, aussi. Alors là, et vous en êtes où là? J'ai fait une 30aine de pages environ. Ah, c'est pas mal, ouais. Oui, c'est un volume qui va en pagination dépasser Fatal, qui était déjà pas mal. Déjà pas mal, oui. Qui faisait 134 pages. Ouais. Dont Nada, il y a des chances qu'on atteigne les 150 pages, peut-être plus, voire plus. Voilà. Donc l'histoire, c'est les années de plomb, c'est la description par Manchette des groupuscules d'extrême gauche des années 70. Donc là, il s'agit d'un groupe français d'extrême gauche qui enlève un diplomate américain à Paris. Et en fait, parce que Manchette, évidemment, il n'allait jamais commettre un roman didactique. Il était très politisé lui-même. Oui. Il était d'extrême gauche d'ailleurs, oui. mais il était très critique avec son propre camp. Donc en l'occurrence, là, dans Nada, c'est ce qui se passe. D'accord. Il fait une critique en profondeur de ce type de violence. Et du terrorisme, voilà, d'une certaine façon. C'est ça. Mais surtout, c'est pas une critique de la violence. Je dirais que c'est une critique de cet acte politique. Voilà, ce type d'acte politique. Voilà. Ouais. C'était pour lui très improductif, quoi. Voilà. C'est clair. L'histoire nous l'apprend tous les jours en ce moment. Oui. Pas à cette époque. Oui, mais non, c'est vrai. Et comment vous êtes arrivé à la BD? Alors, de manière tout à fait fortuite. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé le dessin. Je suis né dans une famille de dessinateurs. Pas professionnel d'ailleurs, oui. Mais mon père était un grand passionné de dessin. Lorsqu'il rentrait du travail, il était miroitier. Lorsqu'il rentrait du travail, il ouvrait son petit encrier d'encre de Chine, il prenait sa plume, et puis moi et mon frère,
On était en admiration. Il faisait des dessins d'après ses rêves. Il avait toujours cet aspect fantastique dans sa création. Il notait ses rêves d'ailleurs. Il écrivait beaucoup et il dessinait beaucoup. C'est super intéressant. Si vous voulez, ça a été oui, ça a été une démarche qui m'a été naturelle finalement. Oui. Voilà. Ensuite, donc, comment je suis venu à la bande dessinée? Je rentrais d'un séjour en Angleterre de 2 ans, en 69-70. Et j'ai un ami qui avait ouvert une agence de publicité, qui était dessinateur aussi, à Paris. Donc il m'a invité à venir le rejoindre. J'aimais pas trop la publicité. C'est pas du tout mon truc, quoi. Mais bon, comme c'était un ami, c'était du dessin, je suis allé l'aider pendant quelques mois. Et là, j'avais ramené d'Angleterre quelques pages que j'avais faites en bande dessinée, qui était une sorte d'hommage à Lovecraft. D'accord. Un grand auteur de littérature fantastique américain, qui était très en vogue dans les années 70. Donc ces pages traînaient dans un coin, dans l'appartement de cet ami, qui un soir donne une fête. Et dans cette fête, il y avait un jeune gars qui était un très bon peintre et qui arrondissait ses fins de mois en faisant de la bande dessinée chez Bayard Press à l'époque. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Et qui me dit, mais il cherche à qui appartiennent ces planches. Donc on rentre en discussion, et là il me dit, mais tu sais, la bande dessinée, on peut très très bien gagner sa vie, et ce que tu fais c'est quasiment professionnel. Enfin bon, il était assez très sympathique de me travailler au corps comme ça, quoi, parce que c'est quand même rare des gens qui vous... qui vous poussent et qui vous tendent la main, oui. Qui ne sont pas éditeurs, tout ça, qui étaient un concurrent éventuel, oui, finalement. Bien sûr. Pour lui, j'étais un concurrent éventuel. Donc le gars m'a presque tiré. Moi, je lui disais, non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je vais être peintre et sculpteur. Et finalement, il a réussi à me faire avoir un rendez-vous avec le rédacteur en chef de Record. C'était un journal qui s'appelait Record. D'accord. Donc à la même époque que Okapi, qui était déjà là, J'aime lire, après qui est venu, ainsi de suite. Donc là, j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelait Claude Verrien. J'ai bien retenu son nom parce que c'était quelqu'un de vraiment... c'était énorme ce qu'il faisait. Il avait un accueil très chaleureux. Il ne laissait jamais repartir un débutant dont il sentait qu'il y avait une graine de possibilité. Ça lui donnait une chance. Payé, rétribué, très bien rétribué. Donc à l'époque, j'avais une commande de 2 pages, très bien rétribuée. J'avais pu vivre un mois avec ça. Et je m'étais dit, donc finalement, ce gars-là avait vraiment raison. À l'époque, on vivait très bien de la bande dessinée. Et ensuite, il m'avait obtenu un rendez-vous avec René Goscinny. Il était ami avec René Goscinny. Et j'ai pu embrayer sur l'équipe de pilotes. Voilà, d'accord, oui. Voilà, donc, un petit peu poussé par les vents et les marées, je me suis retrouvé auteur de bande dessinée, quoi. Oui, voilà. C'est une jolie histoire. Et qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre sur à part l'adaptation de Manchette, vous avez d'autres projets encore maintenant ou vous êtes l'homme d'un seul projet au fur et à mesure? Écoutez, de toute façon, je prémédite jamais grand-chose. Peut-être certainement comme la plupart des gens de mon métier quand même, les choses viennent de soi, quoi. Oui. Un jour vous vous levez, vous ne savez pas pourquoi, vous avez envie d'adapter les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Ouais, voilà. C'est mon cas. D'accord. Voilà. Bon courage. Voilà. D'accord. Mais je vais continuer à faire Manchette quand même. Disons que ce sera entre 2 manchettes, peut-être. Okay. En tout cas, c'est une éventualité que j'aimerais beaucoup réaliser. C'est un sacré défi, c'est super. Ouais. J'adore Bradbury, l'écriture de Bradbury. J'aime bien aussi. Sa poésie dans sa prose, tout ça, c'est vraiment...